Donc, née en 1946, Liliane Giraudon est une artiste française contemporaine, à la fois poète, nouvelliste, dramaturge, traductrice, revuiste, dessinatrice et réalisatrice de films. Donc, participant au comité de rédaction de plusieurs revues importantes de l'avant-garde poétique contemporaine, depuis la fin des années 70, elle continue à exercer une grande influence sur le développement de la poésie française. L'écriture de Giraudon ne respecte pas les définitions traditionnelles de la poésie. En effet, la poète démantèle, déconstruit ou déforme la poésie pour la radicaliser, la refaire, selon les mots de John Stout dans l'Énigme poésie. Elle mêle vers et prose et privilégie le fragment et la juxtaposition. Le texte qui fait l'objet de ma communication illustre parfaitement cette écriture non conventionnelle. En effet, Madame Himself, livre publié en 2013 chez POL, est décrit comme étant un mélange entre théâtre et poème tragicomique, tels sont les mots de la 4e de couverture de l'éditeur, divisé en 5 parties qualifiées de tableaux et précédé d'une partie intitulée « On va trouver des mots pour ça », qui fait office de préface. Madame Himself est écrite dans un mélange de prose et de vers libres. Alors que la préface éclairante explique en effet la genèse de Madame Himself, qui est à la fois le titre du texte de Giraudon et de celui de la narratrice du récit. La suite du livre est assez énigmatique, constituée de marques de discours telles que des questions et des dialogues faisant intervenir plusieurs voix, d'évocations de références culturelles, le tout racontant plusieurs récits juxtaposés sur une même page, sans chronologie ni marqueurs spatiaux. Le récit principal, c'est celui de l'histoire de Mademoiselle d'Avignon, une jeune femme qui devient un homme, et ce récit se trouve mêlé à celui du cancer de la narratrice, qui n'est pas nommé. Donc, les textes de Giraudon abordent la condition des femmes dans une perspective féministe, mais elle dit ne pas avoir de procès à faire aux hommes. Dans son œuvre, Giraudon accorde une place importante à des écrivaines telles que Huguette Champroux, Emily Dickinson, Marina Tsvetaeva et Louise Michel. Celles-ci, selon Anne-Renée Caillé, je cite, apparaissent à la fois comme des figures maîtresses dont elle s'inspire et des alter-ego qui interviennent dans sa poésie, comme s'il s'agissait de s'inscrire dans une communauté de poètes et de savoir s'accompagner dans l'écriture. Fin de la citation. Comme l'écrit Giraudon dans La Poétesse, le poème ne vient jamais seul, et le poète n'écrit jamais seul non plus. Dans Madame Himself, Giraudon fait entendre au lecteur les voix de Gertrude Stein et de Djuna Barnes, lesquels deviennent des moteurs, en quelque sorte, de l'écriture. Dans On va trouver des mots pour ça, Giraudon convoque la communauté mythologique des Amazones afin d'illustrer le combat de la narratrice. Ce dernier est à la fois réel, celui contre le cancer du sein, et symbolique, celui pour la conquête de sa voix littéraire au sein du champ de la littérature. Ainsi, la narratrice prend l'apparence d'une auteure guerrière. Dans un premier temps, je montrerai que la figure des Amazones illustre l'enfermement et la soumission des femmes dans la société patriarcale, mais également la révolte face à cet enfermement. J'analyserai ensuite le lien entre corps et écriture. Dans un troisième temps, j'associerai les 2 parties précédentes au thème du combat. Je terminerai en étudiant la question de la marginalité à travers le thème de l'ambiguïté. Ici, une petite exposition de la relation entre le corps et l'écriture dans l'œuvre de Giraudon. Le corps occupe une place centrale dans l'œuvre et la théorie de Giraudon. En effet, selon l'auteur, je cite, « Chercher son livre est comme habiter dans un corps. C'est vraiment trouver une forme, un corps. » Fin de la citation. Sa pratique artistique de l'écrire dessiné, un mot qu'elle a inventé, témoigne également de cette importance du corps, dans laquelle celui-ci, je cite, « envoie les signaux, guide la main ou plutôt transmet des flux ». Ainsi, le corps est lié à l'écriture et au langage dans l'œuvre de Giraudon à travers différentes figures de style. Le corps étant lié au sexe, l'écriture est également étroitement associée au genre et influencée par celui-ci selon Giraudon. D'après l'auteur, le problème de la poésie moderne, et je cite, « serait simplement écrire et cela serait le problème du genre. Cela relèverait peut-être de d'autres choses. Cela relèverait aussi du genre au sens de sexe, au sens de comment traverse-t-on une écriture, une langue par rapport à des catégories. » Fin de la citation. L'œuvre de Giraudon témoigne de ce lien entre le sexe, le genre et l'écriture, et donc le langage.
Selon l'écrivaine, la difficulté qu'ont les femmes à se tailler une place dans la société est causée par l'enfermement physique et social de la femme dans son corps, plus particulièrement dans son sexe, opposé à la liberté du corps masculin ouvert. Cette sensation d'emprisonnement du corps féminin est illustrée par Giraudan à travers la métaphore de la corde. Elle dit « le sexe serre, c'est une corde ». On va trouver des mots pour ça. Le corps et l'écriture sont étroitement liés par le biais de différentes figures de style, principalement des métaphores. Ce rapport entre le corps et l'écrit caractérise à la fois la relation de la narratrice avec les Amazones et ses projets d'écriture. Donc, la narratrice fait la connaissance des Amazones dans son enfance. En effet, la narratrice enfant dévore en secret l'Iliade et les dictionnaires de mythologie qu'elle trouve dans son pensionnat religieux. Cette horde de guerrières nomades, sauvages, libres et sans langage fascine la petite fille, car elle représente un contraste frappant avec l'enfermement qu'elle ressent dans son pensionnat. La jeune narratrice prend conscience qu'elle vit dans une société patriarcale dans laquelle les femmes doivent rester à la place qui leur a été assignée et respecter l'ordre social établi, prisonnières d'un corps fermé, tel qu'elle le dit. Alors, je cite, « Je perçois comment le désordre de ces femmes s'oppose à un ordre patriarcal et comment s'hallucine un monde renversé. » Ainsi, les religieuses mettent en garde la narratrice contre son goût pour les Amazones et l'incitent à prendre Andromaque comme modèle. Je cite, « Les nonnes découvrent mon goût pour cette horde et me mettent en garde, opposant au pluriel de leur indifférenciation sauvage la personne d'Andromaque, à leurs yeux seule héroïne exemplaire. Je découvrirai bien plus tard que ce modèle imposé porte en lui l'homme, Andro, et la guerre, Mac, et qu'il exécute plus un programme qu'il ne déploie un corps. » Alors, une autre figure qui fascine et dégoûte la narratrice illustre cette domination masculine, celle d'Héraclès. En effet, décrit comme vainqueur des femmes et destructeur des Amazones, le héros grec, je cite, à peine né, attaque sa mère au sein droit d'un trait de 3 arêtes, la rappelant ainsi à l'ordre. Elle ne sera jamais qu'un guerrier imparfait et doit se cantonner à son rôle maternel. L'un des travaux d'Héraclès consiste à ramener les juments anthropophages et à voler la ceinture d'Hippolyte, reine des Amazones. La violence de ce dernier acte est soulignée par le questionnement de la jeune narratrice et par l'allusion probable à l'expression « sous la ceinture ». Donc, je cite le texte. « La question qui m'agite dans cette histoire de ceinture peu claire et trop violemment sexuelle, c'est si le viol était antérieur ou postérieur au meurtre d'Hippolyte. » Dans l'Iliade, d'autres héros ont comme mission de détruire les Amazones. Ainsi, dans la mythologie grecque, le corps féminin est détruit par les hommes pour rappeler aux femmes leur soumission. Toutefois, cette mutilation du corps féminin peut également être volontaire. En effet, la légende veut que les Amazones se brûlent le sein droit afin de tirer à l'arc avec plus d'aisance. Ainsi, vouant un véritable culte aux Amazones, la jeune narratrice est prête à se brûler un sein à son tour. Ayant aussi appris que les Amazones mutilent les genoux, les hanches et les jambes de leurs mâles pour en faire des amants ardents, la jeune narratrice décide de se blesser volontairement le genou afin de ne plus avoir à s'agenouiller à la messe pendant plus d'1 semaine. Donc, ce geste peut non seulement être interprété comme un acte de révolte envers l'autorité des religieuses, mais aussi comme un acte féministe, la narratrice refusant ainsi symboliquement de se soumettre au pouvoir des hommes, en s'agenouillant. Donc, plus tard dans sa vie, la narratrice découvre Penthesilée d'Heinrich von Kleist, tragédie en vers publiée en 1808 qui raconte la passion de Penthesilée, reine des Amazones, pour Achille. La narratrice nourrit le projet de faire une réécriture de ce texte qu'elle nomme Maï Penthesilée. Cependant, cette année-là, la narratrice se fait diagnostiquer un cancer du sein gauche, ce qui interrompt brutalement son projet. Donc je cite, « Opération et traitement, rayon, je range tout dans la valise verte, abandonne Maï Penthesilée, passe à autre chose. » Donc la valise verte, en fait, l'endroit où elle met ses documents pour Maï Penthesilée. Elle est contrainte de faire brûler son sein cancéreux. Chaque jour, à l'hôpital, on m'attache à une machine, on me laisse seule et une partie du sein est brûlée. Ce sein, il ne faut pas le cacher, mais brûler ce qu'il en reste. 5 ans plus tard, elle retourne à Sa Penthesilée en rejetant le mythe du sein mutilé des Amazones par colère envers sa maladie. Je me répète à moi-même que le sein tranché était une invention des Grecs, une saloperie incessamment recyclée. Les Amazones ne tiraient pas à l'arc,
elles se battaient au javelot et chevauchaient avec leurs seins à l'air. Plus tard, une seconde tumeur est détectée dans le sein droit, et la narratrice met de côté une fois de plus la valise verte où elle range les notes de MyPantésilé. La narratrice a désormais l'impression d'être enfermée dans son corps, qui lui paraît étranger, tout comme sa vie est inadéquat. Donc, pendant le temps de cicatrisation entre l'opération et le traitement au rayon, la narratrice dessine, écrit de la poésie, et c'est en relisant Les guerres que j'ai vues de Gertrude Stein que lui vient l'idée de Madame Himself. En effet, elle lit dans les mémoires de Stein une phrase qui la frappe. C'est un nom merveilleux cela, Mademoiselle Pierrette d'Avignon. Et cette mystérieuse Mademoiselle d'Avignon commence à hanter, à obséder la narratrice et à prendre la place de MyPantésilé. Je m'aperçois que cette mademoiselle se dépose en moi comme une héroïne temporaire. Elle entreprend d'effacer Pantésilé. La nuit, je vois Mademoiselle d'Avignon. Après avoir entendu en rêve une voix prononcer ces paroles, Mademoiselle d'Avignon est devenue Monsieur d'Aubignan, la narratrice décide de raconter l'histoire de ce personnage. Donc, paradoxalement, le corps malade et mutilé, et donc obstacle, permet cette fois à la narratrice de reconstituer le récit de Mademoiselle d'Avignon. Je cite, « Au fur et à mesure que les traces de brûlure se font plus précises, le récit de la disparition de Mademoiselle d'Avignon se dépose. Le corps n'est plus un allié, il est devenu un obstacle, et c'est à partir de lui que j'avance dans mon vocabulaire, désensablant avec lenteur une variété de scènes et d'actions jusqu'alors inaccessibles. » Ainsi, dans On va trouver des mots pour ça, la narratrice devient une écrivaine guerrière qui mène un combat à la fois réel contre le cancer du sein, ce féminin terrible, expression qui provient de la poétesse, et symbolique pour conquérir sa voie littéraire. Dans La poétesse, publiée chez POL en 2009, Giraudon utilise l'expression « littérature de combat » pour désigner un type de littérature idéale, utopique. Dans la préface de Madame Himself, le thème du combat se retrouve non seulement chez les Amazones, mais également dans l'écriture. En effet, le champ lexical de la violence parcourt le texte. Ainsi, Pantésilé de Kleist désigne quelque chose avec violence à la narratrice. La phrase lue dans les mémoires de Stein la frappe, et la narratrice compare l'ignorance à une arme de grand calibre. De plus, la phrase qu'elle ajoute à Madame Himself, la mâchoire pourrie de Freud après celle fracassée de Robespierre, fait également référence à la violence. Finalement, la préparation de sa Pantésilé s'apparente aux préparatifs d'un combat. Je retourne aux Black Panthers, relis Genet, m'équipe. Le choix de Genet est ici significatif, celui-ci étant un écrivain combattant, si on peut le dire ainsi, comme la narratrice et comme Giraudon. Cependant, une fois les séances de brûlure terminées, la narratrice se fait diagnostiquer un cancer des ovaires et doit une fois de plus se faire retirer ceux-ci. Ainsi, la narratrice se retrouve avec un corps mutilé, dépouillé de ses attributs féminins, ce qui fait d'elle un individu entre deux sexes et donc marginal. Giraudon se définit elle aussi comme faisant partie des marges. Ainsi, dans un entretien avec John Stout, elle dit « avoir toujours essayé de penser sa relation au monde et aux choses par rapport à des marges ». En effet, l'écrivaine, comme je l'ai dit, est née en 1946, c'est-à-dire à une époque misogyne où les femmes étaient mises très souvent en marge de la société. Giraudon souligne également le relatif centralisme très ancien de la France. Habitant à Marseille, donc dans le sud, l'écrivaine s'inscrit à la fois géographiquement et politiquement. De plus, la poète s'implique socialement en défendant les droits des minorités, dont l'artiste fait partie selon elle, face au pouvoir dans la société. L'écriture de Giraudon est également considérée comme étant marginale. En effet, une adaptation d'un de ses romans, La fiancée de Maquereau, a été qualifiée de texte impénétrable, tandis que Jean-Marie Glaise affirme que tout se passe comme si Liliane Giraudon cherchait à compromettre la vertueuse poésie, qui, même en prose, tend à protéger sa pureté par la contamination des plus sales histoires, dénaturées, comme on dit, des alcools. Donc, dans Madame Himself, la marginalité est également représentée par la question de l'ambiguïté. Le titre énigmatique du livre annonce d'emblée ce thème. L'histoire de cette Madame Himself que raconte la narratrice tourne autour d'un masculin et d'un féminin. En effet, il s'agit du récit d'un changement de sexe, comme en témoigne la phrase entendue en rêve par la narratrice. Mademoiselle d'Avignon est devenue Monsieur d'Aubignan. La ressemblance sonore des deux noms
l'alternance des pronoms personnels il et elle dans le reste du texte et la confusion ainsi engendrée, qui parle à cet instant, lui ou elle, font également état de cette ambiguïté genrée. Pour ce qui est des Amazones, elles possèdent des caractéristiques considérées comme étant masculines, donc absence d'un sein, guerrière, tout en restant des femmes. Suite à ces opérations, la narratrice fait l'expérience de cette ambiguïté. Les Amazones sont également bestialisées par les Grecs. Donc, je cite, « Sans le savoir, je comprends qu'Homère se contente d'insérer dans son récit un motif traditionnel, où la horde amazonienne, tant par son caractère ethnique que sa pseudo-spécificité sexuelle, ne peut que s'apparenter aux monstres. Figurantes d'une confusion sauvage, j'en arrive à les identifier avec les centaurelles, épousant cela la réduction grecque, réunissant dans un même imaginaire animalier centauromachie et amazonomachie. » Donc, ainsi, dans la préface de Madame Himself, la figure des Amazones illustre à la fois l'enfermement des femmes dans leur corps, leur sexe et la gêne du sein, une expression d'Anne-Renée Caillé dans son article La gêne du sein, liée à cet enfermement, lequel mène à un combat à la fois réel et symbolique. Si le corps malade de la narratrice représente d'abord un obstacle à son écriture, la mutilation de ce corps et son ambiguïté finit par favoriser la création. Ainsi, comme le dit Caillé, il faut ouvrir le corps vers son indifférenciation sexuelle, vers l'indétermination de ses fonctions et rôles, le temps de guérir de ses blessures peut-être. Au départ, si c'est un épisode de décollement de soi qui fait écrire, c'est une autre manifestation de dépossession qui a lieu à la fin, physique ou symbolique. Guérie, elle est guérie, sont les derniers mots de Madame Himself. Les paroles de Gertrude Stein, citées dans la préface, font également allusion à ce lien entre écriture et ambiguïté. Stein dit « Le chef-d'œuvre, c'est de savoir qu'il n'y a pas d'identité et le produire alors que l'identité n'est pas. » De cette manière, les figures féminines qui apparaissent et interviennent dans la préface constituent une communauté, comme celle des Amazones, qui permet le désordre et une réappropriation du pouvoir. Ainsi, la marginalité et la marginalisation sont synonymes à la fois de l'oppression et de l'émancipation des femmes. Selon Caillé, la figure hybride formée de Mademoiselle d'Avignon, Monsieur de Bignon et la narratrice est à son tour amazone. De plus, la narratrice définit ainsi son projet d'écriture, My Pentésilée. Je pense pouvoir donner voix à une autre Pentésilée, déplacer son corps dans un autre corps. Et si la narratrice était devenue cette autre Pentésilée, et donc une autre reine des Amazones. À la lumière de cette étude, on peut se demander si le combat réel et symbolique de la narratrice est aussi celui de Giraudon. En effet, cette dernière a réellement eu un cancer du sein en 2004. Elle a également été décrite par Anne Portugal, une autre poète française, comme une sorte de Thelma et Louise de la poésie française contemporaine à elle toute seule, prête à se battre contre la fratérie, une expression de Giraudon, de la poésie française largement dominée par les hommes. De plus, dans un entretien avec John Stout, Giraudon affirme que la littérature française serait l'une des plus misogynes au monde, en comparaison avec d'autres littératures européennes.